Bon, ben voilà, super Rémi. Donc, je suis super content de t'avoir sur ce podcast et sur cette chaîne YouTube. On va apprendre à savoir qui tu es. On va savoir qu'est-ce que tu as fait, comment tu es arrivé. Et je vais te laisser te présenter déjà. Ok, bah écoute, merci Loïc pour l'intro. Ça fait moi aussi ça fait plaisir d'être ici pour répondre un petit peu à tes questions et parler de business. J'imagine, je pense que c'est de ça que tu veux qu'on parle. Oui, alors après pour me présenter, en gros très rapidement, hein, enfin tu pourras de toute façon me poser des questions, je pense qu'ils préciseront. Mais pour me présenter très rapidement, aujourd'hui ça fait plusieurs années que je suis sur Internet. J'ai commencé dans le e-commerce à la base. Et ensuite, je suis allé petit à petit vers l'envie de développer plutôt une chaîne YouTube. Et après, du coup, business plus de formation, etc., orienté sur les tunnels de vente. Et donc aujourd'hui, en fait, mon activité principale, ça va être ça, c'est business en ligne, dans laquelle je vais vraiment aider les entrepreneurs qui souhaitent développer leur business à mettre en place des tunnels de vente, attirer du trafic dessus, etc. Et récemment, on peut dire que tu ajoutes auteur à ton arc. Ouais, alors voilà, du coup, j'ai écrit le livre que tu as lu, je crois, en entier. Mais Que j'ai oui, fini. récemment, on peut dire ça. Bah, super, on va avoir l'occasion d'en reparler et ça va être super sympa pour tout le monde. Quand tu étais enfant, qui tu étais en fait? Est-ce que tu étais un enfant qui aimait bien regarder plutôt la télé, les jeux vidéo, qui était tout le temps sorti avec ses amis, t'étais seul, quel genre d'enfant t'étais? Alors, plus vers quel âge, du coup? Ce serait adolescence type collège? On va dire déjà, on va commencer avec peut-être primaire, fin de primaire. Primaire? Alors, primaire, du coup, c'est une époque à laquelle... Enfin, comment expliquer? Moi, en primaire, j'ai jamais été plutôt seul ou casanier ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu des potes à n'importe quelle période de ma vie, que ce soit primaire, collège, etc. Et donc, en primaire, en soi, bon, bah, après, j'étais plus un gamin qui allait jouer en extérieur, on va dire, puisque si tu joues à la Play en primaire, à GTA, bon, c'est, voilà, t'es peut-être un peu Non, jeune pour jouer à la Play, il y avait mais, Pokémon, je crois, à cette mais, époque-là. alors moi, j'ai jamais vraiment joué à Nintendo ou ce genre de truc. Moi, ça a été PlayStation, la première console, et après j'ai gardé PlayStation. Et donc du coup, jamais vraiment les petits jeux et tout avant. Et donc en gros, ouais, je jouais surtout beaucoup dehors. Et après, bah, j'avais des amis avec qui on traînait, enfin avec qui à l'époque on traînait pas, mais avec qui on allait dormir de temps en temps le week-end, quoi. Au début, c'est surtout ça qui est bien à l'école, qui est bien avec les amis, c'est que tu peux vraiment créer du lien. Au Ouais, bah c'est niveau, clair, ouais. t'étais un enfant plutôt logique ou créatif depuis que t'es plus jeune? Les deux. C'est exactement les deux termes qui pourraient me définir, c'est-à-dire que je suis toujours très 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 logique dans ma manière de penser. Et puis donc j'ai énormément de mal à percevoir tout ce qui va être superstition, etc. Moi je suis très 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 terre à terre, genre je crois ce que je vois entre guillemets depuis toujours et créatif aussi dans plein de domaines, c'est-à-dire que j'ai comment expliquer? le, le sens du design, entre guillemets. Tu vois, il y en a qui n'arrivent pas, par exemple, à associer les couleurs, à faire des trucs qui peuvent être jolis, par exemple. Moi, c'est un truc que j'ai depuis toujours. Donc, en fait, les deux. Si c'est de ça dont tu veux parler. Tu sais t'organiser, tu sais faire les choses étape par étape, tu sais tout ça, mais en même temps, tu as cette vision de ce qui est joli et ce qui peut plaire et dans quel sens ça va, quoi. En gros, dans une thématique, tu sais dans quel sens ça va aller. Toi qui as lu le livre, en fait, c'est, je pense, l'exemple typique, puisque le livre, c'est très logique, très carré. Il y a une structure très claire, tu vois. C'est vraiment étape 1, étape 2, etc. C'est comme ça un peu que va fonctionner mon cerveau, tu vois. Et sur tous les petits dessins que tu peux voir, c'est moi qui les ai réalisés. Et la couverture, c'est moi également qui l'ai réalisée à 98%. Alors, elle a été peaufinée par un designer, etc. Parce que je maîtrise pas Photoshop ou quoi. Mais la couverture à 98%, tu vois, c'est moi qui l'ai faite. Et après, le designer s'est occupé de faire le bon format, les trucs, etc. Et donc, du coup, c'est un peu ça, tu vois. Et tous les petits dessins qu'il y a dedans, c'est moi qui les ai réalisés en réalité, ouais. En tout cas, c'est super. On comprend de suite, dès la couverture, de quoi le livre va parler et quelle est la promesse. Et ça, c'est Mm. quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal, moi, à m'y faire. Et ton livre m'a énormément aidé sur la partie offre. Et même, je vais te dire la Mm. vérité, je crois que la partie offre, et je te l'avais dit dans le chat, la partie offre, je l'ai lu 4 fois. Parce qu'il a vraiment fallu que je la peaufine, je la peaufine, quoi. Ça a été un Ouais. peu difficile et j'y suis toujours encore dessus en train de me dire que c'est pas assez. On comprend pas limite en une phrase qu'est-ce que c'est mon business actuellement.
Donc, moi qui me lance aussi dans Ouais, le je comprends. e-commerce. Bon, là, on va partir un peu plus loin. Au niveau de tes inspirations, qu'est-ce qui t'inspire? Ça sera plutôt les films, les séries, les mangas, les livres, les autobiographies, les vidéos YouTube, les podcasts? Où c'est que tu vas Quand j'étais, chercher tu veux dire aujourd'hui? Aujourd'hui plutôt ou... ouais, au moment où tu as commencé à entreprendre, au moment où tu as commencé à te développer, on va dire, dans le business, le développement personnel, tout ça. Ce qui m'inspire, alors difficile, difficile de l'expliquer. Je dirais que en partie mes parents m'ont inspiré dans le côté entrepreneuriat parce qu'ils sont tous les deux entrepreneurs et donc pour moi j'avais envie d'être entrepreneur. Donc inspiré à vouloir devenir entrepreneur, gérer ses journées un petit peu comme tu veux, être libre de manière générale, financièrement, géographiquement, etc. Et après, je dirais qu'en fait, ce qui m'avait beaucoup inspiré, c'était moi, enfin, pour moi, on va dire, il y a deux choses. C'était de vivre dans un endroit qui me plaît, dans lequel il y a des choses à faire, etc. C'est aussi pour ça que maintenant, je me suis expatrié à l'île Maurice, parce que ça faisait partie des choses qui m'inspiraient. Et la deuxième chose, alors, je sais pas si on peut parler d'inspiration, mais un truc que j'ai toujours recherché, on va dire, c'est la sécurité, le sentiment de sécurité, c'est-à-dire, depuis toujours, en fait, je ne crois pas au fait, que j'y crois ou pas, c'est même pas ça qui est important. C'est que, je parle de la retraite, je n'ai pas envie que ma retraite ou quoi dépende de l'État de manière générale. En fait, j'ai toujours eu un petit peu cet état d'esprit de vouloir me débrouiller tout seul et de me dire que si je voulais être libre, en fait, je n'arrive pas à concevoir une vie libre où c'est l'État qui te paye ta retraite. Tu vois, t'es pas libre, c'est l'État qui te paye ta retraite. Et donc pour moi, libre, c'est synonyme de débrouillardise. Tu vois, t'es libre, tu te démerdes. Et donc tu ne dois rien à personne, mais personne ne te doit rien non plus. Et donc en fait, l'idée étant de sécuriser mon niveau de vie, mes vieux jours, etc., tout seul, sans avoir d'État derrière moi pour me couvrir ou ce genre de truc. Et donc, en fait, c'est cette recherche de sécurité en mode où je sais que je suis un peu tout seul, tu vois, où je dois essayer d'aller toujours plus loin pour faire ça. Mon prochain projet, là, c'est d'acheter ma résidence principale cash parce que j'ai pas envie spécialement d'être endetté ou quoi. Et donc, après, du coup, je sais que j'ai fait un premier pas vers cette sécurité qui est d'avoir un toit pour le restant de mes jours. Et puis après, il y aura d'autres choses, bien sûr, mais en tout cas, c'est le prochain objectif. Donc, tu vois, c'est toujours en quête de sécurité. Et même quand j'aurai ma résidence principale, après, ce sera comment je fais maintenant pour, par exemple, assurer cette résidence principale, puisqu'une maison, quand on en est propriétaire, bah, ça coûte de l'argent quand même. Tu vois, tu vas mettre en entretien, en truc, 2-3% par an, un truc du genre. Donc, il faut quand même avoir des sources de revenus. Et donc, créer des sources de revenus passifs qui ne dépendent pas du temps de travail pour sécuriser ce niveau de vie à vie, quoi. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi au niveau de la sécurité, au niveau de ce que l'État peut faire et ne peut pas faire pour nous. Et c'est d'actualité d'ailleurs. On est vraiment en pleine Mm. actualité. On ne sait pas, nous, quand on aura la retraite, ce Ouais. qui arrivera, sans être pessimiste, hein, mais quand je vois la jeunesse, je me dis la retraite, elle va être difficile. Ta famille était entrepreneuse, donc tu viens de parents entrepreneurs. Quand tu étais jeune, ils ont toujours été entrepreneurs. Est-ce que ce sont été des créateurs d'entreprises? Est-ce qu'ils ont racheté un business ou est-ce qu'ils en ont hérité? Mon père est issu d'une famille classe ouvrière, on peut dire. Ma mère plutôt paysan, tu vois, agriculteur, etc. Donc c'est eux qui ont créé leur business. Alors c'est du marketing de réseau qu'ils ont fait dans une société. Donc c'est un type de business qui est pas, enfin c'est un business, mais c'est un type de business encore un peu particulier. Mais par contre, ils ont, oui, vraiment démarré de zéro. Ils ont démarré, mon père avait 27 ans et donc moi à l'époque, je devais avoir 2 ans, je crois, ou un truc comme ça, 3 ans, un truc du genre. Et donc, ils ont démarré de zéro et puis ils ont développé leur business comme ça. Voilà, dans le marketing de réseau. Donc du coup, on peut dire que souvent, quand on lance une entreprise, à moins d'avoir on va dire une ascension très forte, souvent et surtout dans le marketing de réseau, c'est souvent difficile au début. Au début, le temps de se faire, il faut bien 1 an, 2 ans on va dire de persévérance. Donc du coup, est-ce que ça a joué sur ta façon de réfléchir, justement de cette façon de sécurité? Parce que peut-être au début, vous étiez un peu serré. Moi, je le vis en ce moment avec moi, du coup, ma fille, qui est toujours plein de choses. Alors que j'ai déjà un restaurant, j'ai déjà de l'immobilier, plein de choses. Mais des fois, quand on lance une entreprise, il faut savoir se serrer un petit peu la ceinture.
Du coup, est-ce que ça a pu jouer dans la balance sur ta recherche de sécurité? Alors non, parce que quand ils ont démarré, j'étais déjà beaucoup trop jeune. Je m'en souviens pas. En revanche, je me souviens d'une période qui était la crise de 2008-2009 et je dirais un peu après. Même si je le comprenais pas à l'époque parce que j'étais trop jeune. Tu vois, moi je suis de 97, donc j'avais 11 ans, 12 ans. Pendant la crise. Et mes parents qui avaient leur activité depuis 2001, ils faisaient que monter année après année. Et il y a eu la crise qui a frappé et du coup qui les a fortement impactés. Et ça a été une période pendant laquelle on n'était pas en danger. Honnêtement, j'ai jamais senti. Enfin, je peux pas dire que on était à plaindre. Tu vois, quand on était jeune, il y a aucun problème par rapport à ça. Mais euh, mon père, enfin, il y avait un peu plus de restrictions, tu vois. Il y avait une période pendant laquelle il fallait quand même faire attention à ce qu'on dépense, etc. Et c'est après, plus tard, tu vois, quand j'ai été assez mature pour comprendre que mon père m'a vraiment expliqué que on aurait pu perdre tout du jour au lendemain, qu'ils ont déjà eu des conversations avec ma mère dans laquelle il parlait peut-être de revendre la maison si il y avait des trucs à payer, etc. Donc voilà. Et du coup, là, moi, premièrement, j'ai réalisé que, en effet, c'est pas parce que tu as réussi un jour à atteindre un niveau de vie que tu vas le garder toute ta vie. Parce que, bah, tu vois, il peut y avoir des crises, tu peux tomber malade, enfin, il peut se passer plein de trucs. Premièrement. Et deuxièmement, un autre truc aussi très marquant par rapport à leur activité en particulier, c'est que étant dans le marketing de réseau, enfin, je vais peut-être expliquer vite fait pour ceux qui peut-être connaissent pas vraiment ce business-là, mais en gros, l'objectif, c'est bien sûr de vendre un produit qui va être partagé un petit peu sous forme de bouche à oreille. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de recruter, entre guillemets, des personnes qui vont eux aussi vendre ce produit et en fait d'avoir donc un réseau du coup d'entrepreneurs qui vendent le produit et d'entrepreneurs qui recrutent d'autres entrepreneurs, etc. Donc c'est pour ça qu'on appelle aussi le marketing multiniveau, où en fait la personne qui est en haut, entre guillemets, a une commission sur ce que vendent les personnes juste en dessous d'elle, et elle a une commission également sur les personnes qui vendent en dessous des personnes qui sont en dessous d'elle, etc. Donc ça peut aller très loin. Et mes parents ayant atteint le plus haut niveau dans cette société, ils ont aidé des dizaines et des dizaines de personnes à gagner plusieurs milliers d'euros par mois, à créer une activité, etc. Et moi, j'ai pu voir, parce que c'est un domaine très particulier, le marketing de réseau, où il y a beaucoup de team building, ils se voient tous les 6 mois pour faire des trucs, des événements, des machins et tout. Et en fait, nous, vu que c'était leur réseau proche, les gens proches qu'ils avaient aidé à réussir, on les voyait régulièrement, tu vois. On faisait des repas avec eux où ils étaient une vingtaine, une trentaine, etc. Et en fait, petit à petit, tu vois, les années passent, tu en as des nouveaux qui arrivent, etc. Tu en as qui sont là, mais ça fait 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans que tu vois les mêmes têtes, et d'un coup, mon père me dit, bah lui, en fait, il a tout perdu, tu vois. Et puis ensuite, tu continues encore quelques années, puis lui, en fait, bah, il a tout perdu, tu vois, etc., etc. Et quelques exemples comme ça, de personnes que tu voyais quand tu étais petit arriver avec des belles voitures, tu allais chez eux, ils avaient une belle maison, etc. Et un jour, en fait, on te dit, ben celui-là, il a plus rien, il est endetté, il a plus d'argent, etc. Et en fait, c'est d'être confronté à ce truc-là qui m'a marqué, je pense, parce que tu vois, c'est le premier truc qui me vient en tête, qui est que, ouais, en effet, on peut gagner de l'argent, etc. Mais premièrement, si tu sais pas gérer l'argent que tu gagnes, bah, tu peux le perdre. Et si tu ne mets pas en place des trucs qui te permettent d'assurer cet argent, pareil, c'est hyper risqué, quoi. Donc du coup, moi, j'ai toujours voulu rechercher ce truc-là, qui est de me dire, OK, je vais peut-être pas avoir le chemin le plus rapide, c'est-à-dire, je vais pas faire de 0 à 1 million par mois, comme peut-être certains peuvent se vanter sur Internet, j'en sais rien. Mais par contre, j'essaye de vraiment construire étape par étape et de faire en sorte que si j'atteins un niveau, j'essaye de rester à ce niveau-là, quoi. D'accord, ouais. C'est vrai que en même temps, le marketing relationnel, ce qui est vraiment génial, c'est au niveau état d'esprit, mindset, tout ça. Donc vraiment, là, il y Ouais. a un développement de dingue. Ça veut dire qu'il y a une vidéo que j'avais vue de toi et où tu expliquais que, ou peut-être c'était dans le livre, où tu expliquais que, je sais pas, après un repas avec tes parents, vous avez un débat sur les hommes et les femmes, et je crois que c'est dans le livre. Ouais. Vous avez un Mm. débat sur les hommes et les femmes, et que d'un coup, vous êtes tous retrouvés à regarder les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, ou je sais plus quoi. Et que je me suis dit, purée, ben moi, Ouais. j'aimerais bien avoir mes parents avec qui on pourrait regarder des films comme ça ou quoi. On a, on n'a pas du tout le même état d'esprit à ce niveau-là.
au niveau développement personnel, du moins. Ça Ouais, doit être ouais. vraiment pas mal. Quel a été ton premier business? Ton premier, même si c'est pas genre, je parle vraiment pas dans le sens absolument déclaré, il faut monter ou quoi que ce soit, ton premier moment où tu t'es dit, tu as entrepris quelque chose et tu t'es dit, tu as gagné tes 4 euros. Euh, En autodidacte, enfin tout seul, enfin pas en autodidacte, mais tout seul, où par exemple j'étais vraiment, enfin vraiment tout seul, c'était probablement e-commerce, une boutique où je vendais des accessoires de cuisine. Voilà, c'est la seule idée qui m'est venue en tête parce que ma mère adorait tout ce qui était cuisine, etc. Et donc elle achetait souvent des accessoires, etc. Et c'est l'idée que j'ai eue en tête. J'avais fait d'autres choses avant, mais j'étais pas vraiment tout seul puisque on a créé une boîte de zéro avec mes parents qui après s'est arrêté. J'ai aussi eu une expérience marketing de réseau, mais mon père était là aussi un peu pour m'aider derrière, etc. Donc vraiment tout seul, c'est vraiment cette boutique e-commerce. Mais ça faisait quand même quelques années au final que j'entreprenais, c'est-à-dire que j'avais vraiment cet état d'esprit de toujours vouloir faire les trucs qui me faisaient peur, aller au-delà de mes limites, etc. Tu avais quel âge quand tu as lancé ce premier business? Je sais plus. Je sais plus parce que on peut dire que j'ai commencé à entreprendre à 17 ans et après, c'était quelques années après, ça devait être peut-être 19 ans, peut-être 20 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. 19 probablement. Avec les finances, tu es parti à combien? Tu savais combien tu avais de budget marketing, budget pour créer ton premier site, tout ça? Bah en fait, non, j'avais très peu. Enfin, je me souviens plus exactement, tu vois, la somme. Après, moi, j'ai en tête, je me souviens d'un chiffre que j'ai déjà partagé souvent, qui était 50 euros, qui était le montant que j'ai investi en fait dans ma première publicité, la toute première fois que j'ai fait de la publicité. Après, bien sûr, j'avais payé, je crois, un abonnement à Shopify ou un truc du genre, tu vois. Mais c'était très très peu de budget en réalité quand j'ai démarré. Ouais. À quel moment, du coup, tu passes d'un business où tu vends des ustensiles, à quel moment tu t'es dit, je vais commencer à vendre des formations en ligne? En fait, alors c'était peut-être 2 ans après, je crois, m'être lancé dans l'e-commerce, peut-être 2 ans, un truc comme ça. Euh, j'ai lancé la boutique. Je commence à avoir des résultats puisque cette boutique au début marche pas. J'avais d'autres stratégies à l'époque qui marcheraient plus aujourd'hui, donc faut pas forcément écouter ce que j'ai fait avant. C'était voilà, c'est plus les stratégies qui marchent maintenant. Mais en gros, j'ai testé plusieurs produits, etc. J'en ai eu un qui a marchoté, mais j'étais pas rentable. Quand je dis plusieurs, c'est des dizaines et ça se passe sur 1 ou 2 mois. Et à un moment donné, j'en ai un qui marche bien. Premier mois, je fais 4 000 euros. Deuxième, je fais 10 000. Ensuite, j'atteins 20 000. Et sur la globalité, je crois que je fais 46 000 euros de chiffre d'affaires, 47 000, je sais plus, un truc comme ça. Et en espace de 4-5 mois. Et je me dis, ok, bon, c'est cool, pourquoi pas. Enfin, c'était déjà pas mal, j'avais un premier résultat. Et, mais le truc, j'avais un goût amer qui était de me dire, peut-être que j'ai eu de la chance et je voudrais voir si en fait, je peux pas essayer de reproduire ça. Parce que bah, déjà, c'était du e-commerce, donc il y avait beaucoup moins de marge. Peut-être sur les 40 000, je sais plus combien il me restait, mais il devait me rester peut-être, je sais pas, 5 000, un truc comme ça. En plus de ça, c'était les stratégies de l'époque, donc j'étais pas forcément bon en marketing, donc voilà. Ni pour même optimiser mes coûts, mes frais, etc. Donc il me restait pas grand-chose. Et je me disais, bon, ok, c'est cool, je suis passé de 0 à 5 000 net, on va dire. Mais maintenant, voilà, c'est pas avec 5 000 euros qu'on peut quitter le domicile familial ou quoi. Sachant que j'étais pas salarié, etc. Donc après, j'ai lancé un autre projet qui cette fois-ci a très bien. Alors pas tout de suite, il y a eu d'autres entre-temps, mais qui n'ont pas marché. E-commerce toujours. Et ensuite, j'ai développé la première boutique e-commerce qui a vraiment marché, où j'ai atteint plus de 100 000 euros par mois avec cette boutique e-commerce. Et, et après, là, je me suis dit, ça y est, je pense que je suis prêt pour en parler sur Internet parce que je ne voyais pas, alors même si ça marchait, ce que je faisais en e-commerce, premièrement, j'avais des doutes sur le fait que ça allait durer pendant 10 ans parce que tout ce que j'avais vu sur le fait qu'on pouvait tout perdre du jour au lendemain, etc. Enfin bref, je me disais, ok, c'est cool, mais à un moment donné, faire ce que je fais, c'est pas possible que ça dure 10 ans. C'était à l'époque d'AliExpress, enfin bref, voilà quoi. C'était le dropshipping un peu à l'ancienne. Donc je savais dès le départ que ça allait pas durer.
Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va me permettre de créer un business sur le long terme sur Internet? Je veux vivre d'Internet, je veux vivre de mon business, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour créer ce business-là qui va durer 10 ans, 15 ans, etc. Et donc, c'est là où j'ai eu l'idée de développer mon personal branding, entre guillemets, de commencer à m'exposer pour que les gens me suivent pour qui je suis, etc. Devenir une sorte d'influenceur, même si j'aime pas du tout ce terme-là. Mais en gros, pour que créer une communauté qui me suive, en fait, euh, me suivent de manière générale et qui me permettrait derrière de créer d'autres business, n'importe quel business, en fait. C'est-à-dire que si demain, je veux créer un logiciel, je peux très bien me servir de ma communauté. Si je veux créer une boutique, je peux le faire aussi, etc. Donc, c'est la base de tout, en fait, derrière. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut que je crée ça. Et du coup, j'ai commencé à en parler. Au début, je vendais absolument rien. Je faisais que documenter en fait les choses que je faisais en e-commerce. Je crois de mémoire, il faudrait que je vérifie, mais les vidéos ne sont plus disponibles sur YouTube. Je les ai virées parce que je voulais plus qu'elles attirent les personnes que j'attirais en e-commerce. Puisqu'à un moment donné, j'ai développé les formations en e-commerce, j'ai poussé le truc un peu loin, etc. Enfin, j'ai commencé à vendre des formations. Et à un moment donné, en fait, ça m'a saoulé. J'aimais plus travailler avec des e-commerçants. Ils avaient pour la plupart pas le bon état d'esprit. 90%. En fait, le problème, c'est que il y a des e-commerçants qui ont vraiment le mindset qui me correspond, avec vision long terme, créer une marque, etc. Mais le problème, c'est que si tu veux toucher ces personnes-là, tu attires mécaniquement les 90% d'autres qui sont juste là pour faire du fric rapidement. Et du coup, en fait, ça m'intéressait plus. Et après, du coup, j'ai changé et j'ai parlé d'autres sujets qui étaient avec des gens beaucoup plus sérieux. Mais voilà, en fait, comment petit à petit j'en suis venu au fait de vendre des formations. C'était vraiment dans cette idée de pérenniser un petit peu un business sur Internet, là où j'avais beaucoup plus de mal à le voir dans le e-commerce, dans le sens où on dépendait à 100% de la publicité. On pouvait faire éventuellement du contenu gratuit, récolter des emails, etc. Mais c'était moins puissant, moins performant. Et voilà, pour tout un tas de raisons. En tout cas, vraiment pour moi, c'était ce truc-là, c'était de me dire, je veux un business solide sur lequel compter, quoi. Et au niveau la première formation que tu as faite, est-ce qu'il y a eu ce moment de légitimité où tu t'es de suite senti légitime à dire, bon, bah allez, je fais ça, 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 et je le mets en vente? Alors non, 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 pas du tout. Au début, j'étais pas du tout, enfin, je me sentais pas du tout légitime de le faire. Alors, moi, j'ai eu un avantage entre guillemets. La toute première formation, je me sentais légitime dans le sens où, en fait, la toute première vraie formation que j'ai faite, c'était que j'ai vendue, parce qu'avant j'ai fait d'autres trucs qui étaient gratuits. C'était une étude de cas que j'ai vendue déjà 7 balles, qui était justement l'étude de cas de la boutique dont je t'ai parlé, qui avait fait 40 000 € et quelques, avec des accessoires de cuisine. Et donc, en fait, si tu veux, pour moi, il n'y avait même pas de légitimité à avoir, puisque en fait, c'était simplement une formation dans laquelle je disais, bah regardez, j'ai fait 40 000 et quelques, voilà comment j'ai fait. Je montrais les pubs, je montrais les résultats, etc. Donc, en fait, je donnais pas de conseils, je documentais simplement ce que j'avais fait. Donc, pas besoin d'être légitime, puisque du coup, je donnais zéro conseil. Je disais, bah voilà, regardez, j'ai fait ça. Donc là, à la limite, ça allait. Par contre, après, j'ai voulu aller vers de la formation sur Facebook Ads au début. C'était la première vraie formation que j'ai faite, ça a été Facebook Ads. J'ai fait une formation qui s'appelait Facebook Pro à l'époque. Et là, en fait, pour le coup, ouais, je me sentais pas du tout légitime parce que forcément, il y avait d'autres personnes qui avaient eu des plus gros résultats, qui étaient probablement meilleures que moi, etc. Et en fait, cette formation, j'ai essayé de la vendre pendant très longtemps sans résultat. Et puis un jour, voilà, ça m'a saoulé, donc j'ai commencé à me former, j'ai commencé à acheter des formations, des coachings, rejoindre des masterminds, etc. Au début pour vendre cette formation. Et après, ça a marchoté, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. À l'époque, je gagnais encore, enfin, mes revenus venaient en principal, oui, de manière principale du e-commerce. Pendant au moins les 2 premières années, peut-être même 3 premières années de ma chaîne YouTube, YouTube me rapportait, ça me rapportait de l'argent. C'est-à-dire que ça rapportait suffisamment pour en vivre et être libre financièrement. Mais la grosse partie de mes revenus venait encore du e-commerce. Et donc voilà. Et puis après un jour, j'ai décidé d'arrêter le e-commerce complètement. On peut en parler si tu veux aussi. Mais voilà, en fait. Bien sûr, j'ai senti ce côté de ne pas être légitime. Je pense que tout le monde le sent, c'est normal. Ah, d'accord.
Et donc, du coup, tu as lancé ta chaîne YouTube en parallèle pour faire grossir cette communauté pour que plus tard, tu sois libre en termes de publicité payante. Ça veut dire qu'à tout moment, si tu veux faire de la pub, tu peux vendre n'importe quel produit, tu peux parler de n'importe quel programme ou quoi que ce soit. Tu auras toujours une communauté qui, au moins, qui écoutera déjà ce que tu veux dire et après, ils décideront d'eux-mêmes s'ils veulent y accéder, comme tu as un peu fait avec ton livre d'ailleurs. Ouais, en fait, alors juste pour rebondir par rapport à ça, en fait, c'est même plus que ça, c'est que, en fait, je n'arrivais pas, et aujourd'hui, je pense que je pourrais le faire, mais à l'époque, je n'arrivais vraiment pas à me dire que je pourrais faire ça pendant les 5 prochaines années. En fait, j'ai toujours eu une vision long terme. Sur YouTube, je le dis tout le temps, etc. Mais vraiment, enfin, je suis sûr que si tu poses la question à la majorité des entrepreneurs en se disant, mais comment tu imagines ton business dans 5 ans, la plupart des gens ne peuvent absolument pas te répondre, en fait. Est-ce que ton business va durer pendant 5 ans? Qu'est-ce qui se passe si y a un truc qui change? Et si ta source principale de trafic, c'est Facebook et que Facebook décide de monter ses prix, comment tu gères le truc, tu vois? Enfin, en fait, je n'arrivais pas, il y avait trop de choses auxquelles j'étais pas au contrôle pour me dire que je n'arriverai jamais en fait à avoir un business ultra solide, ultra stable dans le domaine du e-commerce à l'époque. En revanche, dans le domaine du fait de créer une audience autour de ma personne, etc., j'arrivais très clairement à le comprendre en fait, parce que je me disais, c'est simple, je développe une communauté, j'attire des personnes autour de moi, je crée une audience, des personnes s'abonnent, et si je veux lancer un projet, je le lance, les gens me suivent, donc le rejoignent. Si je crée une formation, ça attirera peut-être certaines personnes, je le lance et des personnes en profitent, tu vois. Pour moi, c'est clair en fait. Et plus le temps passe, plus de personnes vont entendre parler de moi, plus mon audience va grossir, plus je vais gagner entre guillemets d'argent et sécuriser mon niveau de vie, mes finances, etc., etc. Et donc ça, c'est un truc que je comprends parfaitement. Depuis le début, j'ai compris. Tu vois, c'est très clair pour moi. Le e-commerce, me projeter dans 5 à 10 ans, j'ai énormément de mal. Alors peut-être même qu'encore aujourd'hui, tu vois, j'aurais du mal à vraiment me projeter dans 5 à 10 ans en me disant, j'ai un peu de mal, tu vois, honnêtement, c'est dans la pérennité. Après, c'est ma manière de penser, je n'arrive pas à faire un truc si je ne peux pas le faire pendant 5 ou 10 ans, tu vois, donc il y a des avantages, des inconvénients, mais voilà. Il y a quelque chose que je me pose comme question. Quand on parle de e-commerce, en soi, ça regroupe tout. C'est pas juste. Après, on va dire, des sous-catégories, style le dropshipping. Bon, moi, c'est les box par abonnement. Tu peux avoir de l'infopreneur. Tu as pas mal de. En fait, le e-commerce, c'est large. C'est ça, du coup, parce que en soi, tu fais un peu du Alors, e-commerce encore actuellement, non? oui, alors c'est un abus de langage que je dis. Quand je parle d'e-commerce, je parle vraiment de boutique en ligne, produits physiques, etc. D'accord, ouais, Parce que je oui, vois. en l'occurrence, vendre sur Internet, pour moi, là, il y a un avenir, il y a plusieurs dizaines d'années devant nous, sauf si Internet un jour change, etc. Mais oui, oui, c'est un abus de langage. Quand je dis e-commerce, c'est plus vraiment ce côté, avoir un produit physique que tu vends, sur lequel il n'y a pas vraiment, tu vois, de visage, sur lequel c'est juste un produit, en fait, tu vois. Et D'accord. tu le Il n'y vends. a pas de marque, quoi. En gros, il n'y a pas une marque derrière ou il n'y a pas de création de Voilà. valeur, limite. On achète Ouais, dans un autre pays, on revend, on fait juste du marketing, quoi. ouais, C'est ça le. D'accord. exactement. Au niveau de ta chaîne YouTube, donc du coup, tu as lancé ta chaîne YouTube. Comment au début, tu as abordé la chose avec ta famille, tes amis? Tu leur as dit de suite, allez-y, regardez mes vidéos ou du coup, tu t'es pas sorti du tout à l'aise et tu l'as gardé pour toi et lorsque tu as commencé à être beaucoup plus à l'aise face à la caméra, face à tout ça, là, tu leur as dit, ah ben tiens, ouais, je fais du YouTube ou ils l'ont découvert par hasard? Alors non, en fait, j'en ai jamais parlé à personne. En fait, je m'étais dit que j'en parlerais quand j'aurais, je crois que de mémoire, c'était 10 000 abonnés de mémoire, je me souviens plus exactement. Mais bref, j'en ai pas parlé. En fait, comment ça s'est passé? C'est quelqu'un qui a dû tomber dessus, je crois, de mémoire, je sais plus qui. Mais personnellement, moi, j'en ai jamais parlé. Personne n'est au courant. J'étais le seul à être au courant. À un moment donné, j'ai dû le dire à mon frère en lui disant de pas le dire à mes parents pour pas avoir leur avis, juste pour faire mon truc de mon côté, tu vois, sans avoir d'opinion de qui que ce soit. Euh, Mes potes n'étaient pas au courant. C'est un jour, on était au bar, on était une dizaine, une quinzaine, et il y a un pote à moi, parce que je pense que ça, à l'époque, je devais avoir
peut-être 15 000 abonnés, mais ils étaient toujours pas au courant. Et il y a un pote à moi qui avait dû en parler à un autre, etc. En fait, je me suis rendu compte ce jour-là au bar que tous mes potes étaient au courant, que personne m'en avait parlé, tu vois. Et il y en a un qui a lancé la bombe en disant alors Rémi, t'as une chaîne YouTube, tu vois. Et donc après, bah voilà, après du coup ils l'ont su comme ça. Depuis, il y a des amis aussi qui se sont mis à créer du contenu sur Internet, donc c'est cool parce que ça a peut-être débloqué un peu ce truc-là dans la bande entre guillemets. Mais par contre, oui, j'ai toujours été ultra réservé par rapport à ça. Et même encore aujourd'hui, quand j'ai un projet, le livre récemment, personne n'en était au courant avant que le livre soit fini d'être écrit, tu vois. Donc, généralement, quand je fais un projet, je le fais comme ça. Ouais. Je sais qu'il y a vraiment la vision opposée qui est de dire engage-toi auprès des gens autour de toi, comme ça, tu es obligé d'aller au bout. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça. Moi, quand je me lance un objectif, tu vois, j'arrive à aller jusqu'au bout. Et au contraire, j'aime pas avoir l'avis des gens pour. Voilà, je préfère avoir ma vision, le faire. Et voilà. Ah, je te suis totalement parce que moi j'ai un gros problème, c'est que je suis totalement l'opposé. C'est que moi je suis du coup je passe pour beaucoup des membres de mes amis, ma famille, je passe pour une girouette parce que je suis toujours là en mode plein d'idées et ah ouais je vais Mm. faire ça, nanana. Et la semaine d'après c'est alors qu'est-ce que tu l'as fait ton truc? Ah non je suis passé à ça maintenant ta 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 ta. Et en fait Mm. alors j'ai fait pas mal de choses, mais au final, je vais jamais au bout. Et du coup, aujourd'hui, je le vois, je réfléchis avant de parler, je dis quasiment plus rien. Pareil, la chaîne YouTube, je l'ai dit à personne quasiment. Vraiment à ma compagne. J'ai même pas montré à ma famille. Je pense que pareil que toi, j'attends, on va Mm. dire. J'espère qu'un jour j'arriverai à 10 000 abonnés, mais j'attends. Mais ouais, moi, là, je suis en train de changer cet état d'esprit-là parce que c'est vrai que ça m'a posé trop de préjudice. Aujourd'hui, les gens me regardent alors que j'ai beaucoup d'entreprises, j'ai de l'immobilier, j'ai bon, pas mal de choses. Mais par contre, je passe toujours pour une tête en l'air, quoi. En gros, le mec, Ouais. il aura encore une idée demain. Donc, il va te dire un truc, n'écoute pas trop parce qu'il va avoir une autre idée demain et ça sera aussi formidable. Mm. Et aussi, une question au niveau de ta chaîne, donc toujours YouTube, au niveau de la croissance, est-ce qu'elle a été toujours continue ou il y a eu des creux, puis une explosion, creux, explosion? Comment tu as pu voir et comment émotionnellement tu l'as vécu cette montée de ta chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit non, mais en gros, je vais jamais y Mm. arriver, j'arrête? Ou tu t'es toujours dit, bah, putain, ça cartonne, c'est cool, tout le monde me le rend bien? Non, alors il y a plusieurs moments où tu te dis qu'il y a un truc qui va pas, etc. Ça a duré plusieurs années, hein. La première, les premiers mois, il y avait presque personne en fait qui regardait le truc. Il y avait presque personne qui regardait les vidéos, etc. À l'époque, j'avais le challenge de poster une vidéo par jour. Aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je ferais, mais voilà. Aujourd'hui, en plus, on a la chance d'avoir Insta, Reel, TikTok, etc., qui peut vraiment donner un coup de boost à une chaîne YouTube naissante, qu'il n'y avait pas forcément à l'époque. Donc, moi, je me suis dit, bon, je vais juste poster des vidéos comme ça régulièrement. Et puis, on va faire ça sans aucune méthode, sans aucune stratégie. Il n'y avait pas vraiment de formation YouTube non plus à l'époque. En tout cas, moi, de mémoire, j'en ai pas suivi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la chaîne YouTube petit à petit de mon côté comme ça. En parallèle, je faisais un peu de publicité. Vu que je venais du e-commerce, moi, tout ce que je connaissais, c'est publicité. Je dépense 1, j'encaisse 2 pour vendre un produit physique. Et quand je suis arrivé dans le monde de la formation, je m'étais dit, je vais dépenser 1 pour encaisser 2 pour vendre des formations. Et donc, en fait, j'ai fait ça, mais peut-être un an après, je dirais. Un an après, et c'est ce qui a permis de booster un peu ma chaîne dans le sens où je récoltais des emails via la pub. Et ces emails-là, en fait, je les envoyais vers mes vidéos. Et donc, ça a permis de récolter un peu d'abonnés, etc. Même si je pense que avec l'expérience que j'ai aujourd'hui de YouTube, j'aurais pas besoin de faire ça. Ça irait même plus vite parce que j'avais pas les codes, je savais pas réellement ce que je faisais, j'avais pas de méthode, etc. Et c'est petit à petit en fait que j'ai testé tout un tas de choses pour essayer d'être toujours à la recherche un petit peu du secret YouTube, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo est vue? Pourquoi sa vidéo à lui, elle est comme ça alors que la mienne est pareille et pourtant la sienne marche et pas moi, etc., etc. Et donc en fait, ça a duré, il y a eu plusieurs périodes. Des périodes où on teste plein de choses en fait. Une période de au début, je testais d'une vidéo à l'autre. Ensuite, j'ai compris que je pouvais pas le faire. Maintenant, je sais que quand tu testes une stratégie, c'est un an sur YouTube. Tu peux pas réellement avoir de feedback avant un an quand tu testes un truc. Donc aujourd'hui, je fais des tests d'un an. On continue de tester, mais
aujourd'hui, en fait, j'ai sorti une vidéo là-dessus par rapport à ça. En fait, avant, je me focalisais trop sur le résultat d'une vidéo, la dernière vidéo, etc. Et en fait, j'expliquais dans une vidéo que j'ai sortie récemment que le plus important, c'était surtout pas ça. C'était en fait le nombre de vues global de la chaîne. Et qu'en fait, même si ta dernière vidéo, elle fait 10 vues, si sur ta chaîne dans l'ensemble, tu as, je sais pas, 500, 1000 vues, 10 000 vues par jour, ça, c'est important. Même si la dernière en fait 10, on s'en fout. Ce qui est important, c'est combien chaque jour l'ensemble de tes vidéos sur ta chaîne fait, en fait. Et, euh, et donc, en fait, le plus important, la meilleure stratégie, c'est faire des vidéos avec des mots sur des mots-clés. Sur des mots-clés, vraiment, c'est le seul truc qui marche vraiment sur le long terme. Et en faire le plus possible. Et petit à petit, ça va s'accumuler. Et vidéo plus vidéo plus vidéo plus vidéo plus vidéo fait que au bout d'un moment, tu as un truc ultra solide qui croît vraiment naturellement. Et je crois que j'en avais parlé dans les lives du livre, mais on utilise des outils qui permettent aujourd'hui de savoir à peu près la tendance de la chaîne, vers où on va, etc. Et voilà. Et donc, en fait, dans l'histoire de ma chaîne, j'ai commencé très lentement. J'ai essayé des choses. Ça m'est arrivé d'avoir des vidéos qui marchaient entre guillemets, mais j'ai toujours été derrière d'autres personnes dans mon domaine. J'ai jamais été le premier sur Internet. J'ai jamais été le plus rapide. J'ai jamais su avant de poster une vidéo si elle allait marcher ou pas. Je le sais toujours pas. Parfois, on a des surprises. Parfois, on a des surprises négatives entre guillemets. Donc, encore aujourd'hui, on n'en sait rien. Et tout ce que je sais, c'est que je dois poster 3 vidéos par semaine. Et que si je le fais, j'ai accompli ma mission. Si je le fais pas, j'ai pas accompli ma mission. Maintenant que la vidéo marche ou pas, j'en sais rien. Si elle plaira ou pas, j'en sais rien. Parce que, en partie, une vidéo peut prendre 1 an avant de démarrer. Il y a plein d'exemples sur ma chaîne de vidéos qui n'ont rien fait pendant peut-être 6 mois, 9 mois, 12 mois et qui d'un coup partent plus tard, tu vois. Donc c'est vraiment un travail, on va dire, un travail long terme, de patience, de régularité et voilà. Et en termes de régularité, parce que tu es vraiment pour moi, même je regarde pas mal de chaînes d'infopreneurs et de personnes qui ont vraiment une belle avancée, on va dire. Et pour moi, j'ai toujours été super étonné de la régularité et de toujours le top de l'inspiration que tu donnes dans ton contenu vidéo. Et où c'est que tu vas chercher justement cette inspiration, tous ces sujets? Quel petit secret as-tu? Mm. Les sujets, alors, en fait, je pars de ce que cherche mon client de manière générale et après, je le lis avec ma propre expérience, mes propres idées, etc. En fait, le truc, c'est que moi, encore une fois, pour reprendre ma stratégie, je me base sur des mots-clés. Donc, des mots-clés, moi, j'ai un tableau dans lequel j'ai des centaines de mots-clés. Et d'un seul mot-clé, je peux faire 10 vidéos. Par exemple, je prends le mot-clé, je sais pas, marketing digital. Je peux te faire 10 idées pour sa stratégie marketing digital en 2023. Je peux aussi faire la vidéo, je sais pas, marketing digital, ce que les marketeurs ne vous disent pas, tu vois, ou 10 conseils pour du marketing. Enfin bref, tu vois, en fait, d'un mot-clé, tu peux faire 10 sujets de vidéo déjà de base. Ensuite, le truc, c'est que je lis beaucoup, je consomme du contenu dans ma thématique en anglais pour le coup, parce que je trouve qu'en France, il y a pas trop de niveau, objectivement, mais donc j'en consomme plutôt en anglais, aux États-Unis, des podcasts. Et accessoirement, je réponds à mes clients tous les jours et organise des coachings en fait toutes les semaines avec eux. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie, et dans lesquels en fait je suis en contact direct avec mes clients qui sont la représentation de mon marché, c'est-à-dire leurs doutes, leurs peurs, les interrogations, etc. Et, euh, et étant vraiment au contact de ça, puisque c'est un truc que j'ai pas voulu déléguer, et ben en fait, ça me donne tout un tas d'idées parce que généralement, euh, en fait, pour progresser à un certain niveau, pour continuer d'aller plus loin, pour continuer d'approfondir ses idées, il faut enseigner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas stagner d'un point de vue de la connaissance. Tu vois, tu connais les trucs. Par exemple, ça se trouve, toi, dans l'immobilier, aujourd'hui, ça y est, tu connais le truc. Tu vois, genre, c'est tout le temps pareil. T'en fais un, le deuxième est un peu différent, mais tu retrouves les trucs, etc. Et à un moment donné, en fait, pour continuer de progresser dans un domaine, le niveau d'après, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, si tu commences à réfléchir à comment enseigner ce que tu connais, ça va demander en fait une exigence,
comment dire, une organisation des pensées, etc., qui fait que tu vas trouver des nouvelles choses, enfin, réfléchir à des nouveaux exemples, réfléchir à des process qui vont toi-même te simplifier tes propres démarches à toi. Donc au final, tu vas devenir meilleur en enseignant aux autres. Et en fait, le fait de faire ça au quotidien fait que du coup, en fait, tu as des idées en fait à profusion parce que parfois une personne me pose une question et en fait instinctivement je réponds mais j'avais jamais pensé à répondre comme ça. Du coup, ça me donne une idée que je peux reproduire après dans une vidéo sur YouTube, etc. Donc, c'est surtout ça, je pense, qui me permet d'avoir ce genre d'inspiration, on va dire. Et tu as toujours un bloc-notes avec un stylo ou ton téléphone et tu notes tout le temps les choses d'un coup qui te viennent à l'esprit ou la question qu'on t'a posée, tac, tu notes ou tu arrives à le retenir? Alors, non, je note pas et je retiens pas. J'ai typiquement une mémoire très court terme, on va dire. Enfin, je retiens vraiment enfin, pour le coup, je retiens ce que je veux retenir. Tu vois, genre, ma compagne peut me dire un truc et au bout de même pas 5 secondes, je l'ai oublié parce que je vais avoir 10 000 pensées qui vont tourner dans ma tête tout le temps. Je note généralement, je note pas les idées de vidéo ou quoi. Si je note une idée, c'est une idée du genre, euh, comment dire, une sorte de stratégie, tu vois, un truc que je peux tester. Donc je vais le noter éventuellement, mais pour faire ça, moi je vais m'envoyer généralement je vais le mettre dans mon calendrier en fait. En fait, mon calendrier, enfin mon agenda plutôt, me sert de notes. Par exemple, je sais que je le regarde tous les jours parce que je m'organise comme ça et que si je mets à un moment donné, même au pif dans la journée, tu vois, je mets, je sais pas, enfin, je prends un truc, j'ouvre, enfin je fais un espace dans mon agenda et je mets note ou alors faire ceci ou faire cela. Et du coup, je sais qu'en fait, c'est une idée à laquelle je dois réfléchir. Et par contre, je me mets des moments de réflexion. Mais mes idées de vidéo, je les note jamais à l'avance parce que c'est rarement les meilleures idées que j'ai eues comme ça, parce qu'il faut toujours se baser sur un mot-clé, etc. Et c'est juste des idées, plutôt des stratégies que je peux tenter, tu vois, des nouvelles méthodes, des choses comme ça que je vais noter. Juste pour pas les oublier, mais là, 90% du temps, je les fais pas parce que j'essaye de rester focus dans ce que je fais. Et bien souvent, quand je vais avoir ce genre d'idée, c'est par exemple, je lis un livre, je sais pas, je regarde une vidéo, j'écoute un podcast, ce genre de truc. Mais quand après, je le note, je me dis, OK, j'y penserai plus tard. Et quand je me mets une période de réflexion, et bien là, après, je vais me dire, OK, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que je suis pas en train de faire un nouvel objet brillant, etc. Et en fait, j'élimine 90% des trucs de manière générale, quoi. Et là, le prochain projet d'actualité que j'ai, c'est de créer une communauté, d'enlever Instagram et de créer une communauté. Donc là, pour l'instant, je me suis même pas mis un moment pour réfléchir parce que je suis en tournage actuellement. Donc je fais une chose à la fois. Et quand le tournage sera fini, je vais me prévoir 1 heure et demie pour faire les pour, les contre, voir ce que je peux faire, voir si c'est bien, etc. Et voilà. Mais pour YouTube, pour le coup, c'est vraiment, je me mets derrière l'ordinateur, je prends mes mots-clés, je réfléchis aux idées, tac, je fais les scripts et voilà. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus, on va dire, qui te demande le plus d'énergie? C'est le lancement ou le maintien d'une entreprise? Je dirais le maintien, ça demande très peu d'énergie. En soi, ouais, je dirais plutôt le lancement. Je dirais plutôt le lancement. Après, enfin, c'est difficile de répondre parce que ouais, c'est difficile. Est-ce que tu peux préciser peut-être un peu ta question? Tu dis souvent qu'en gros, le lancement te demande de l'énergie parce que du coup, il faut tout mettre en place, les process, on va dire les séquences de mails, les funnels et tout ça. Et après, c'est l'optimisation, en fait. C'est ça qui va demander du temps. Mais comme tu dis souvent dans ton livre, tu dis qu'en gros, quand tu as fait tout le taf, ben, tu as le vide de l'entrepreneur qui, en gros, ton business te demande 5 minutes, limite de temps par jour. Par Ouais. contre, si c'est que ton business et que tu veux toujours le faire grossir, ça va demander certes une énergie beaucoup plus grande, on va dire. Je vois par exemple, si on peut considérer que YouTube, c'est un business, et je le pense, parce que c'est grâce à ça que tu vas faire grandir ton audience et ton image. Donc, ça te demande énormément d'énergie. Les vidéos, malgré que même si tu fais, comme tu dis, tu fais un tournage pour X mois, le truc va te dire, ça va te demander énormément quand même d'énergie malgré tout sur le long terme. Alors que peut-être un business d'une formation, tu le mets en vente, tu fais les vidéos formations, tu commences à créer les funnels de vente et là,
tu laisses tourner les pubs en soi. Tu n'as plus non plus tant d'énergie à y allouer. C'est ça. En fait, le truc, c'est que quand le business tourne, même si tu fais des publicités, enfin surtout même si tu fais des publicités, tu es obligé de généralement attendre. Enfin, au contraire, la suractivité, c'est rarement une bonne chose. Dans le cadre d'un lancement, en effet, c'est là où tu vas mettre de l'énergie. Mais je pense que le plus important, au-delà de l'énergie, c'est le ratio énergie-gain, mais sur une période de temps longue, c'est-à-dire sur peut-être 5 ans. Si tu regardes le ratio énergie-gain d'un lancement, généralement, il ne va pas être très bon. Alors, ça dépend quel lancement. Si c'est des gros lancements orchestrés, etc., je pense que ça peut être intéressant. Mais si c'est le lancement, par exemple, d'un livre ou le lancement d'une petite formation ou d'un truc, il va pas être très bon le ratio parce que tu vas mettre beaucoup d'énergie, tu crées tous les trucs, comme tu disais, tu vois, le funnel, la séquence, etc. Donc, si tu regardes combien j'ai gagné par rapport à l'énergie que j'ai mis à une période de temps de 1 mois, bah là, tu arrêtes tout parce qu'il y a, enfin, il y a pas d'intérêt, quoi. Alors que l'énergie d'une chaîne YouTube, par exemple, oui, c'est de l'énergie, mais par exemple, moi, je vais faire 1 ou 2 tournages par an. Ça me prend par année, enfin, si on fait à l'année, ça me prend 4 semaines maximum dans l'année, donc 1 mois, 1/12e de l'année, quoi. Et derrière, par contre, chaque vidéo que je poste peut me rapporter des nouveaux clients pendant des années. Donc le ratio énergie, enfin, l'énergie est importante, mais le ratio énergie-gain sur 5 ans, il est énorme. C'est multiplié par l'infini en réalité, parce que du moment que YouTube existe, je continuerai de recevoir de cette énergie que j'ai mis une fois. Donc voilà. Aujourd'hui, combien tu as de sources de revenus en termes de business, le livre, tout ça? Tu en as combien? Tu as réussi à... Alors non, j'ai pas calculé. Honnêtement, j'en sais rien. J'en ai un peu partout. Enfin, enfin, j'ai de l'affiliation, j'ai de la vente de formation, j'ai du recurring, ce qu'on appelle du recurring revenu, des abonnements, etc. J'ai des revenus YouTube, j'ai la vente des livres, enfin, j'en ai un peu de partout. Donc honnêtement, j'ai pas regardé. D'accord, tu sais pas combien tu as en fait, Le de nombre sources. Ouais. exact, je saurais pas dire. Est-ce que lorsque tu as commencé à avoir des beaux gains, tu commences à être, tu te dis que tu es libre financièrement, que ce que tu mets en place, tu le réussis, est-ce que ça t'a un peu monté à la tête ou tu as toujours réussi à rester, on va dire, normal? Tu t'es jamais senti Non, 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 pousser des ailes, quoi. non. Ouais, alors non, pour le coup, non. Alors après, enfin, j'ai toujours, comment dire, encore aujourd'hui, hein, je gère mon budget, etc. Je suis pas du tout dans le mindset de ça y est, j'ai de l'argent, du coup je dépense sans compte, etc. Euh, et au contraire, je dirais que ça m'a rendu encore plus mûr par rapport à comment je dépense mon argent, etc. Moi, je pense pas que ça m'est monté à la tête. Difficile à dire, tu vois, avec un regard sur moi-même, parce que c'est moi-même, tu vois. Mais je pense pas. Je pense pas parce que, enfin, c'est pas comme si je vivais au-dessus de mes moyens. Je vis largement en dessous de mes moyens et je continue de le faire. Ma société, ça faisait peut-être 3 ans en France qu'elle était créée et j'ai toujours été dans le même appartement. Avant de partir à Maurice pour la France, j'avais toujours ma première voiture pour conduire, qui était une Citroën. Elle me convenait très bien. Je ne me suis pas acheté une nouvelle voiture ou quoi que ce soit, même en leasing ou quoi que ce soit. Euh, Là, j'ai dû en racheter une parce que je suis à Maurice, mais sinon, je l'aurais gardée, tu vois, ça me va très bien. Euh, Après, non, j'essaye de vraiment garder les pieds sur terre et de prendre des décisions intelligentes par rapport à ça, justement. Et typiquement, je suis minimaliste, en fait. Donc, en fait, je vais jamais acheter un truc si je suis pas certain que ça va me servir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Noël, tout le monde a toujours du mal pour me faire des cadeaux, etc. Parce qu'en fait, je leur demande absolument un cadeau utile, sinon de ne rien m'offrir. Donc, soit un truc éventuellement consommable, tu vois, genre une bouteille de rhum, j'en sais rien, soit un truc vraiment utile parce que sinon, en fait, enfin, sinon, ça m'intéresse pas, en fait, genre, voilà. Et donc, c'est vraiment un truc ultra minimaliste, tu vois, j'ai vraiment besoin de très, très, très peu de choses. Et d'ailleurs, quand je suis venu à Maurice, j'avais une seule valise, pour te dire, tu vois. Donc, très peu de choses. D'ailleurs, la moitié de ma valise était occupée par mon matériel de tournage. Donc voilà, j'ai laissé 90% de mes habits en France, très peu de choses. Donc,
Donc, tu vois, j'ai pas besoin de. Après, je sais pas si ce que tu entends par, comment dire, prendre la grosse tête, c'est peut-être, tu vois, commencer à vivre au-dessus de ses moyens, acheter des trucs dont Non. on n'a pas besoin, etc. Alors, Ou même peut-être traiter les autres un peu, tu sais, genre en mode, moi, je suis au-dessus, etc. Mais en l'occurrence, non. dans le sens, bon, le sens déjà de vivre au-dessus de ses moyens ou du m'as-tu vu, ça c'est sûr que ça peut arriver, mais j'ai pas l'impression en ayant entendu toutes tes vidéos, en te voyant, t'es pas avec une grosse chaîne, grosse montre, ça, je veux dire, Mm. ça se ressent. Des fois, vu qu'on a une certaine réussite, on a tendance à vouloir aider les gens qui nous entourent ou d'une certaine façon de je sais tout, j'ai tout vécu, sans vraiment s'en rendre compte des fois et savoir si toi aussi Mm. ça t'est arrivé à ce moment-là ou pas. Pour le coup, non. Je demande, enfin, je fais mes propres trucs quand même, tu vois, en perso, donc je demande rarement l'avis des gens. Mais si quelqu'un me donne son avis, je vais l'écouter. J'ai toujours, tu vois, les mêmes amis d'enfance. Non, je pense qu'à ce niveau-là, il y a pas de souci. Et je sais qu'au contraire, si un jour je commence à faire le monsieur je sais tout, c'est que enfin, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et vu qu'aujourd'hui encore, je continue de me former, je continue de payer des personnes pour me donner des conseils pour aller plus loin, etc. Il faut, il faut quand même faire. Enfin, je me bats. Enfin, je pense qu'il faut tous d'ailleurs qu'on se batte quotidiennement, tu vois, avec son ego pour éviter de tomber dans justement ce truc-là. Mais en tout cas, j'essaye de rester terre à terre, on va dire. Là, je vais en profiter maintenant du coup pour introduire ton livre parce que c'est quand même une sacrée merveille, il faut le dire. Moi, j'adore, je l'ai placé dans mon top 3 des meilleurs livres, vraiment parce que, comme tu l'as dit, tu l'as écrit avec une grande logique, mais à la fois avec une facilité de lecture qui est vraiment, vraiment, vraiment agréable parce que souvent, le gros problème de ces livres, on va dire, soit de marketing, soit de e-commerce, soit de business en règle générale, ou même de développement personnel et professionnel, sont souvent assez répétitifs et souvent Mm. lourds à comprendre ou enfin c'est pas ludique à lire et tu l'as écrit avec une grande finesse au niveau des textes, au niveau de ton histoire et du coup on se sent vraiment comment dire on se sent impliqué et on se retrouve dans tes lignes souvent. Donc du coup ça Mm. bravo et j'aimerais savoir un petit peu à quel moment et pourquoi et pour qui tu l'as écrit ce livre. Ok, bah déjà merci, ça fait plaisir parce que du coup c'est cool si t'as plu. Euh, alors en gros pourquoi, enfin à quel moment déjà, alors du coup il y a plusieurs questions. À quel moment je l'ai écrit? C'est-à-dire pourquoi enfin quel moment pourquoi j'ai ressenti le besoin ou un truc du genre? Exactement, ouais, exactement. En fait, je sais que le marché sur Internet est constamment en train d'évoluer et que Internet, c'est comme la mode, il y a des modes et il faut être à la mode entre guillemets. Et si tu peux anticiper la mode, c'est encore mieux. Et donc en fait, moi, je suis toujours en train d'essayer de regarder. Donc ça fait maintenant peut-être la chaîne YouTube a plus de 4 ans. Elle a eu 4 ans en juillet 2010, en juillet 2022. Donc on va dire elle a 4 ans et demi. Et en fait, en 4 ans et demi, rien que dans la partie infoprenariat, j'ai pu voir mais, plein de trucs changer, quoi. Des stratégies publicitaires, des stratégies pour vendre, etc., etc. Et donc, le livre, pour moi, c'est un truc j'ai fait un podcast là-dessus, euh, qui est en fait quelque chose qui va, je pense, enfin, qui va de plus en plus être à la mode. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes vont commencer à se dire, pour avoir de la légitimité sur Internet, il faut que j'écrive un livre, etc., etc. Et même pour peut-être derrière, après, renforcer le lien avec leur communauté, etc. Je pense que au cours des 2 prochaines années, on va voir de plus en plus de personnes qui vont commencer à dire: «Eh, regardez, moi aussi j'ai écrit mon livre», parce que en fait, ils vont le ressentir. Donc moi, je sens ça, donc je le fais avant, un petit peu comme en 2019 quand j'avais créé mon podcast, où j'avais senti un peu ce truc-là. Et aujourd'hui, tout le monde crée un podcast. Tu vois, enfin, c'est vraiment le truc. J'ai l'impression que tout le monde s'y met. Et moi, j'avais vraiment, tu vois, donc c'est vraiment toujours essayer de m'adapter et de pas
rester entre guillemets un vieux con en mode ma stratégie c'est ça, donc j'en change rien, ça marchera pendant 10 ans, etc. Le marché évolue, le marché change et il faut aussi de temps en temps s'y adapter, il faut de temps en temps faire des trucs nouveaux pour suivre l'évolution. Et, euh, et du coup, j'essaye d'être très attentif par rapport à ça. Et le livre me permet aussi donc de m'adapter et pour les prochaines années, du coup, d'avoir ce livre quand je pense, donc je suis pas sûr, hein, mais quand je pense que de plus en plus de personnes se diront qu'ils auront besoin d'un livre eux aussi, en tout cas mes concurrents, entre guillemets. L'autre point, c'est que ça permet de créer un lien encore plus fort avec la communauté que les vidéos YouTube ou les webinars, parce qu'en fait, on passe beaucoup plus de temps avec un livre. On va passer peut-être, je sais pas, à le lire, honnêtement, j'en sais rien, mais c'est plus de 8 heures, je pense, peut-être 8-10 heures, quelque chose comme ça dépend. Surtout si derrière tu reviens dessus, si tu relis des passages comme tu m'avais dit. Donc au final, en fait, on passe beaucoup plus de temps avec le livre et forcément, on crée un lien beaucoup plus fort avec la personne qui l'écrit. Moi, en fait, j'ai fait l'analyse suivante, c'est que j'ai regardé un petit peu comment j'ai été attiré un petit peu par les personnes qui m'ont vraiment inspiré, notamment aux États-Unis. Et le lien que ces personnes avaient tous, c'est que j'avais lu un livre qu'ils avaient écrit. Et en plus, je l'avais même pas remarqué en fait avant de me poser et de réfléchir à ça. Mais en fait, indirectement, j'avais lu leurs livres, je les avais connus par leurs livres, j'avais lu leurs livres. Et de leurs livres, j'ai commencé à les suivre sur YouTube, sur Instagram, etc. Et de là, j'ai commencé à devenir un vrai fan, tu vois, limite irrationnel, dans le sens où la personne disait quelque chose, je disais bah ouais c'est vrai, etc. Je commençais à liker les posts, à être d'accord avec les différents éléments qu'elle avait partagés. Et je me suis dit mais pourquoi en fait? Et en fait c'est comme si en lisant le livre, j'avais été avec cette personne dans une pièce en mode brainstorming, mastermind, et qu'il n'y avait que cette personne et moi et qu'on discutait ensemble, etc. Et en fait il n'y a que le livre qui permet de faire ça. Une autre raison aussi, parce qu'il y en a plusieurs, hein, mécaniquement, les personnes qui lisent des livres sont des personnes qui ont un bon mindset. Quelqu'un qui veut devenir riche rapidement ne lit pas de livres. On l'a vu parce qu'on prend des personnes au téléphone et de temps en temps, quand ils ne sont pas qualifiés, au lieu de leur dire ciao, on leur dit si tu veux commencer par quelque chose, Rémi a écrit le livre, tu peux le regarder. Et de temps en temps, il y a des personnes qui nous disent oula, lire un livre, ça prend du temps, c'est long, j'ai la flemme, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est un truc qui me permet de gagner de l'argent, tu vois. Et donc, tu vois, de base, en fait, tu filtres les personnes qui n'ont pas le bon état d'esprit, qui sont même pas capables de lire un livre. Et donc, ça permet vraiment d'avoir des lecteurs. Et par définition, les lecteurs, généralement, ont le meilleur mindset. Et puis après, voilà, c'est les raisons principales. Après, pour qui, je crois qu'il y avait pour qui je l'ai écrit, je crois, dans ta question. Tu me dis si je vais trop loin, hein, mais pour qui je l'ai écrit, c'est expliqué dans le livre, c'est un digital self-made. J'en ai fait la description, c'est une personne qui est plus ou moins comme toi et moi, en fait, hein, qui veut développer un business en ligne, qui a cet état d'esprit d'être un peu voilà, libre, un peu hors du système. En tout cas, je pense que c'est ton cas. Qui prend ses responsabilités, voilà, état d'esprit entrepreneur, et qui se fait de lui-même, d'où self-made, c'est-à-dire se fait par soi-même, en gros, qui est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, quoi, en gros. Enfin, vraiment, il a fait tout de zéro, de lui-même, et digital parce qu'on est sur Internet, quoi. Super, là, c'est clair. Ça, au moins, c'est bien clair et ça met le ton. Du coup, voilà, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'étais dans une situation où j'ai lancé mon propre e-commerce de box par abonnement dans l'univers du tennis pour les tennisman. Et en fait, je me suis retrouvé où j'ai pu, grâce à ton livre qui est fait de étape par étape, en fait, de l'étape 1, comment on commence avec l'offre, puis après, comment on crée les funnels, que ce soit un funnel pour avoir de l'email, un funnel pour vendre ou du webinar pour les plus grosses offres, aux publicités payantes, publicités gratuites, au mailing, donc comme tu le dis si bien, à posséder son propre carnet d'adresses, je ne saurais même pas le redire bien comme il faut, mais ouais, trafic même, hein, ouais. Voilà, posséder son trafic. Et pour finir, surtout avec la mentalité de, comme tu l'as dit depuis le début de la vidéo, où on n'est pas là de façon à avoir 1 million dans l'heure, mais de façon à se dire c'est un business qui va durer sur le temps. Comment mettre en place des stratégies qui vont apporter petit à petit de plus en plus de business, quoi, en étant vraiment
dans une courbe qui n'a pas d'arrêt en fait. Ouais. Donc du coup, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre, étape par étape. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et il y a un moment où je rigole beaucoup parce que tu dis toujours le AA moment. Il est drôle, elle est drôle cette phrase, elle est assez atypique. C'est vrai que c'est assez C'est une atypique. phrase qui vient pas de moi. Je ne sais pas si j'en donne la source. Il me semble que je donne la source dans le livre parce que je donne généralement toutes les sources quand ça vient pas directement de moi. Ça vient de Russell Brunson, que peut-être tu connais, qui est un Américain, qui, en tout cas, c'est de là que moi, la première fois que je l'avais entendu, qui disent les haha moments, où justement, je l'explique, tu vois, c'est ha, comme ça, tu vois. Et j'ai mis la photo de Dark Vador qui enlève son casque pour représenter le truc, quoi. Ouais, il est vraiment. Mais voilà, l'objectif aussi, c'est qu'il y en ait souvent, qu'il y en ait souvent en fait dans le livre. Donc, si tu en as eu, c'est le but où vraiment en fait, tu avais un truc qui était là sous ton nez, peut-être depuis un moment que tu n'avais jamais vu, et d'un coup, tu captes le truc et voilà. Ouais, c'est cette clairvoyance que d'un coup on peut avoir, ce petit déclic à ce moment-là et qui dit purée, mais en fait, ouais, c'est ça qu'il faut que je mette en Ouais. place ou c'est peut-être ça que ça a bloqué. Et vraiment, ouais, il y en a vraiment pas mal. Et Mm. du coup, ce matin, j'ai vu que comment dire, sur ta vidéo, alors celle de ce matin du moins, que tu disais, il y a que tu aimais acheter, enfin du moins que peut-être que tu en as acheté une ou plusieurs, mais des entreprises digitales déjà en fait qui étaient bloquées et que tu aimais bien la racheter à un certain montant et essayer de lui faire un multiple. Alors, ça, c'est un truc que je vais développer en 2023, où en fait, avec les stratégies des. En fait, il y a énormément de business en ligne aujourd'hui qui maîtrisent le trafic, mais pas la conversion. C'est-à-dire, ils ont du trafic gratuit, organique. Donc, quand je dis organique, c'est des mots. En gros, ils ont, je sais pas, un blog, des trucs comme ça. Il y a des gens qui viennent sur leur business gratuitement, par recommandation, parce qu'ils ont écrit un blog, etc. Mais ils savent pas convertir. C'est-à-dire qu'ils savent pas vendre, ils savent pas créer d'offres, ils y connaissent rien en marketing. Donc, tu te retrouves en fait avec des business où, je sais pas, le gars, il a peut-être 10 000 visiteurs par mois ou même plus, hein, ça dépend. Mais en fait, il gagne 2000, même moins, 1000 euros par mois, j'en sais rien. Et bien en fait, toi, tu peux arriver, racheter ce business-là, mettre en place par exemple un tunnel de vente, convertir ce trafic en client comme ça, instantanément, directement passer le chiffre d'affaires de, je sais pas, 1000 à 10 000. Et en fait, les business en ligne aujourd'hui se revendent en effet avec des multiples par rapport aux bénéfices qui est généré chaque mois. Donc en fait, tu peux littéralement faire ça en un mois, tu montes le tunnel, tu montes le bénéfice gratuitement sans publicité, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de développer de plus en plus de business sans publicité. Et ça génère de chiffre d'affaires. Et après, ben, l'objectif étant de revendre, puisque si tu peux prendre un mois ou 2 ans, pardon, 1 an ou 2 ans de chiffre d'affaires d'un coup cash, ça peut aller plus vite pour acheter un autre business encore plus gros, etc., etc. Donc ça, c'est ce que je vais faire en 2023. Et l'autre point aussi, c'est qu'en fait, euh, les business en ligne comme on a sur Internet sont des business qui génèrent beaucoup de cash, en fait, de cash flow. Et donc, en réalité, il y a du cash qui n'est pas forcément, enfin qui est là, mais qui n'est pas forcément utilisé en fait, euh, dont je pourrais me servir, mais dont je me sers pas, qui va rester dans un compte. Au lieu de le laisser dans un compte, je peux l'investir dans un business. Mettons, j'en sais rien, 20 000 euros par exemple. Tu vois, tu rachètes un business 20 000 euros et tous les mois, ce business-là génère déjà, il existe déjà, il génère déjà 1 000 euros par mois. Et donc, en fait, au lieu de garder ces 20 000 euros dans un compte, tu peux directement en créer une source de revenus complémentaire, quoi. Mhm. Et du coup, par exemple, si c'est dans le cas d'un blog, d'une chaîne ou quelque chose, mais quand tu le rachètes, est-ce que tu demandes à la personne de rester pour continuer à donner du contenu ou genre dois reprendre justement ce contenu qu'il faisait déjà? Personnellement, moi, je ne laisserai jamais l'ancien propriétaire rester dans le business parce qu'il y a ce côté, il était là au début, donc il va vouloir faire les trucs un peu à sa sauce. C'est lui qui a créé le truc et d'un coup, tu lui demandes de faire un truc. Donc en fait, il y aura toujours ce problème un peu en mode il était là avant toi, enfin, tu vois. Donc moi, je préfère racheter le truc. L'ancien, il prend son chèque et il s'en va. Et je mets quelqu'un à sa place éventuellement pour continuer de créer du contenu. Mais je vais pas garder la personne qui était là avant. Tu repars sur de bonnes bases et c'est toi qui est vraiment Ouais. maître de tout comment tu le veux.
pour pas qu'il y ait Ouais. une opposition on va dire de direction d'entreprise. Tu t'es expatrié. J'aimerais savoir pourquoi. La première raison, alors il faut savoir que mon expatriation, elle a duré. Enfin, le choix de là où j'allais m'expatrier, c'est une décision qui a démarré en juillet 2021. Donc ça fait plus d'un an, un an et demi, puisqu'en fait l'objectif était de m'expatrier dans un endroit. En fait, je voulais quitter la France parce que l'état d'esprit me convenait plus. En fait, j'avais envie de me barrer parce que j'étais toujours dans la même ville euh, de là où j'ai grandi. Et en fait, pour moi, rester dans cette ville-là, c'était stagner, ne pas avancer, etc. J'arrivais pas à me dire que, par exemple, j'ai grandi dans la même ville, vieilli dans la même ville, mort dans la même ville, tu vois, j'en sais rien. Mais vraiment, tu as passé ta vie dans la même ville et au final, tu n'as jamais voyagé, tu n'as jamais même vécu à l'étranger. Moi, je voulais vivre à l'étranger. Et donc, en fait, au-delà de juste voyager, d'être en vacances, y vivre, tu vois. Et donc, en fait, au début, je voulais, comment dire, être sûr que là où j'allais m'expatrier, c'est un endroit qui me plaît. Donc, avec ma compagne, en fait, on est parti d'abord en Thaïlande. Ensuite, pendant pendant un an à peu près, on a vécu, enfin, on est allé voir 3 endroits qui étaient une potentiel endroit pour s'expatrier. On a fait la Thaïlande, ensuite on a fait Dubaï et ensuite on a fait Maurice. Et à chaque fois, on est resté environ un mois et demi pour vivre comme si on y habitait. Donc, on n'est pas allé dans les hôtels, on a pris des Airbnb, on est allé faire nos courses, etc., etc. Et, euh, et donc après, donc on est arrivé à Maurice en dernier. On a pris la décision de venir à Maurice, donc je me suis expatrié. Et voilà, ce qui m'a permis en fait de créer déjà un nouveau cercle d'entrepreneurs, puisque quand tu es à l'étranger, les entrepreneurs français se regroupent. Enfin, les Français de manière générale se regroupent, mais les entrepreneurs du coup français se regroupent. Ce qui n'est pas le cas en France, où c'est très difficile, je trouve, d'avoir un réseau d'entrepreneurs en France. L'état d'esprit également des entrepreneurs expatriés sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont en France. Rien à voir. Donc beaucoup plus ouvert, beaucoup plus détente, beaucoup moins stressé, beaucoup moins ce truc de course aux chiffres, etc. Donc qui au final je trouve pas sain au quotidien. Donc voilà. Et puis après, bah, il y a d'autres raisons aussi, le côté fiscal où je sais que c'est un accélérateur aussi vers tout ce que je veux faire derrière. Enfin voilà, pour ces différentes raisons, j'avais envie de partir. Mais la première raison n'est pas fiscale, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est fiscal, etc. La première raison n'est pas fiscale. La première raison, c'est vraiment, je sais que ce qui me coûte le plus cher, c'est peut-être le fait d'être entouré des mauvaises personnes et que le seul moyen de ne plus être avec ces personnes-là, c'est de partir, quoi. Et de rencontrer des personnes qui ont eu assez de succès, entre guillemets, pour s'expatrier, puisque c'est pas tout le monde qui s'expatrie. Donc, de base, quand tu es expatrié, généralement, alors c'est pas vrai tout le temps, mais généralement, ça fait déjà un filtre, en fait, et tu es déjà avec des personnes qui ont des résultats. Donc, des discussions plus enrichissantes, des réflexions plus avancées, etc. Et au niveau comment, quand tu arrives, par exemple, en Thaïlande ou à Dubaï ou à Maurice, où vas-tu chercher justement ce cercle d'entrepreneurs français ou anglais, vu que tu parles couramment anglais? Où vas-tu les trouver sur un groupe Facebook, enfin, il y a quelque chose, il y a un endroit particulier que tu arrives à les retrouver? Alors en fait, moi, j'avais déjà mon réseau de par de ma chaîne YouTube. Donc à Maurice, je connaissais déjà des gens sur place, en Thaïlande aussi. À Dubaï, pour le coup, à Dubaï, j'avais un ami d'enfance, mais j'ai pas vu d'entrepreneur à Dubaï. De manière générale, le cercle de Dubaï ne m'intéresse pas trop au final. Mais sinon, en fait, de manière générale, je connaissais déjà des gens. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est simple, c'est que pour rencontrer ces personnes-là, la plupart des personnes que j'ai vraiment rajoutées dans mon réseau dans le domaine de l'infoprenariat, etc., c'était soit un petit peu du bouche à oreille, soit le podcast qui m'a permis de créer ces relations. Et après, bah, tu vois, typiquement, si un jour tu viens à Maurice, tu m'envoies un message, on peut se voir, etc. Tu vois, généralement, ça se fait comme ça. Donc voilà, donc en fait j'avais un réseau de base et j'ai envoyé un petit message sur WhatsApp normal. Je suis en Thaïlande, est-ce qu'on se voit? Et puis voilà. Puis au final en Thaïlande on a passé presque 2 semaines avec des personnes connues sur Internet. Bon voilà, je dirais pas de nom, mais voilà, c'était cool. À Maurice quand je suis arrivé, j'avais quelqu'un que je connaissais déjà et
qui m'a directement fait rentrer dans un groupe de 80 entrepreneurs, dont certains me connaissaient aussi déjà de YouTube, etc. Donc, au final, c'est allé assez vite à Maurice, hyper vite même. Et puis voilà. Parce que c'est vrai que moi et ma compagne, et même ma fiancée, on cherche à s'expatrier d'ici un an. Alors c'est vrai qu'avec le restaurant, c'est assez compliqué, mais j'avoue que on a un restaurant saisonnier, donc c'est 6 mois de l'année on est ouvert, 6 mois de l'année on est fermé. Donc autant l'été, on fait plus de 200 couverts jour. Si on réserve pas 2 jours à l'avance, on n'a pas de table. Du coup, on s'est posé la question. Moi, c'était Dubaï, la destination qui me plairait beaucoup, de par le fait qu'il y a une grosse communauté d'entrepreneurs, e-commerçants. Alors, il y a des pour, il y a des contre, je pense. Et parce qu'il paraît qu'il y a vraiment une énergie. Alors là, on va partir en vacances, juste aller voir déjà. Dans la foulée, c'est vraiment ce côté-là qui me manque énormément en France. C'est ce côté que j'ai pas autour de moi de e-commerçants avec qui s'aider, avec qui poser des questions, avec qui pouvoir demander à un moment donné comment ils feraient. Tout ça, je l'ai pas. En gros, ici, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ouais. Donc, je pense qu'il faut que tu testes. Dubaï, pourquoi pas. Je pense que t'y prendre un an à l'avance, c'est bien comme nous on l'a fait pour visiter différents lieux, différents endroits et vraiment essayer de vivre comme les personnes sur place. Moi, ce qui m'a pas plu à Dubaï, c'est le côté. En fait, à Dubaï, j'ai adoré. Vraiment, la ville est vraiment géniale. J'y allais pas avec des a priori comme beaucoup de personnes, mais dans mon cas, c'est pas forcément le truc qui me correspond le plus, dans le sens où j'ai retrouvé un petit peu ce côté très compétitif qui est bon, c'est-à-dire que ça te motive à aller toujours plus loin, etc. Mais moi, je trouve c'est trop, comment dire, trop de charge que tu te mets à toi-même. Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Alors qu'en réalité, on peut très bien continuer d'avancer sur ces projets en étant tranquille, par exemple à Maurice. Et de manière générale, j'ai pas trop aimé le mindset des personnes à Dubaï qui sont plus en mode faire du chiffre et pas forcément kiffer sa vie, quoi, tu vois. C'est-à-dire faire du chiffre, mais c'est pas le plus important. C'est-à-dire on fait du chiffre. À Maurice, il y a des gens qui pèsent vraiment, mais on parle pas de tout le temps. Alors c'est qui fait le plus et tout tous les mois, tu vois. C'est pas du tout les sujets de conversation. Et donc du coup, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et surtout, si tu as une fille, ça, tu disais tout à l'heure, ou un fils, je sais plus, une fille de 11 ans. Ouais. Une fille, bah voilà, typiquement, Dubaï, apparemment, c'est super également pour les enfants. Maurice aussi, tous ceux qui ont des gosses ici à Maurice, ils disent que c'est génial pour les gosses. Après, moi, j'en ai pas, mais je pense que c'est important aussi dans la décision, quoi. Bah, à vrai dire, moi, mon grand rêve depuis tout petit, c'est l'Australie et c'est Brisbane. Donc, du coup, le gros, là, on va partir. Donc, du coup, on part pendant un mois. On va partir 10 jours à Dubaï, 20 jours à Brisbane. On se fait un seul trajet, en fait. Donc, le truc, ça serait de faire pendant 2, 3 ans, 4 ans max à Dubaï pour pouvoir, d'une, se créer un réseau, de deux, fiscalement, c'est intéressant aussi parce que, comme tu disais, ce qu'on met pas dans des dépenses comme les impôts, tout ça, on peut les mettre dans nos business et créer de la valeur autrement. Et plus tard, si l'Australie nous plaît aussi en même temps, aller faire plus notre vie là-bas. Plus, c'est plus chill, c'est plus dans un état d'esprit relax, tout ça. Mais j'ai peut-être, en ce moment, dans ma vision, j'ai plus besoin d'un challenge de façon à me booster, quoi, à me bouger et à me dire, tu te mets dans la mare au requin et tu vois si tu te fais bouffer, quoi, ou si tu arrives à survivre là-dedans. Donc voilà, c'était un peu l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Et on va lancer ça. On est en train de mettre tout en place, à voir un peu les quartiers à Dubaï, à Brisbane, si on reste à Brisbane même. Ma petite, elle kiffe la grande ville. Alors que Carla et moi, on n'est pas trop de base. On n'aime pas trop la grande ville. On est de la campagne. On est vraiment dans un petit village de 4000 habitants. Donc c'est complètement différent. Mais voilà, on voudrait vivre cette expérience. Est-ce que ta compagne est aussi entrepreneuse? Elle travaille avec moi, ouais. D'accord, vous êtes dans le business. Pas vraiment entrepreneuse, mais elle travaille avec moi. D'accord. Au niveau sport, à Maurice, tu arrives à tenir? C'est-à-dire J'avais vu une vidéo où tu disais qu'il y avait un endroit où tu avais tout à faire et du coup, c'est vraiment bien à Maurice au niveau infrastructure sport. Ouais.
Ouais, c'est vraiment bien développé et il y a une super. En fait, il y a une vidéo qui va sortir dans laquelle j'ai fait un peu le tour de mon quartier, entre guillemets, où je vais montrer quelques plages, différents endroits. Mais la salle de sport, je montre quelques parties, elle est ultra bien développée. Il y a salle de sport, cours de paddle, badminton, mur d'escalade, il y a plein de trucs. Donc, ouais, D'accord. franchement, c'est bien. Ça ressemble un peu à un, comment dire, pas un club, mais ils appellent ça. C'est un centre sportif, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, un truc où tu peux aller à la piscine Mm. le week-end. Au Alors, il n'y a Brésil, pas de nous. piscine, il y Ah, a une autre salle. Il y a une autre salle où il y a une piscine, mais celui-là, il n'y a pas de piscine. Mais oui, c'est un peu ça, ouais. Il y a plein d'activités. Tu as des cours aussi de tout un tas de trucs. Tu vois, tu as karaté, yoga, pilates, tu as plein de trucs, quoi. d'accord. Ma compagne est brésilienne et du coup, l'année dernière, on est parti 3 mois et demi là-bas. Et du coup, c'est vrai qu'au Brésil, vu qu'il y a une grande communauté, on va dire, avec des revenus très bas et une communauté avec des très bons revenus, ils ont des sortes de country club. Ça veut dire que vraiment, il y a la Hmm. piscine, il y a les salles de sport, il y a les gymnases, les terrains de tennis, il y a tout. Et en fait, dans un seul et même endroit, tu viens le week-end, tu as les enfants qui jouent à la piscine, tu peux faire ton cours de tennis, enfin, tu as ton golf, tu as tout ça. Et c'est vrai qu'on avait, j'avais trouvé ça génial. Je m'étais dit, purée, mais ça serait trop bien en France. Et Mais il y en a qui le font un peu à Maurice, c'est les hôtels de luxe. Les hôtels de luxe, tu peux payer une après-midi dans l'hôtel et tu vas au spa, la piscine, le terrain de tennis. Il y a certains, tu peux même, il y en a qui ont des golfs. Donc, c'est une sorte de. Ça ressemble un peu à ça, ouais. Tu peux le ah ouais. faire dans certains hôtels à Maurice. Alors, au Brésil, par contre, si tu ne connais pas quelqu'un du country club, en fait, c'est une adhésion à l'année. Tu ne peux pas, genre, y aller une après-midi. Ça, c'était un peu dommage. Moi Hmm. qui étais parti avec ma raquette de tennis et j'ai pas vu un seul club, un seul terrain, on va dire, public où tu peux juste payer ton heure et tu vas. Tous les terrains de tennis là-bas sont en mode country club. Ça veut dire que si tu payes pas l'adhésion à l'année, et Hmm. ça va vite très cher, tu payes pas l'adhésion à l'année, tu peux pas aller Ouais. sur le terrain de tennis. Donc du coup, c'était assez limitant pour ça. Quels sont tes objectifs 2023? 2023, en fait, mon prochain objectif, il est simple, c'est être, comme je te l'ai dit tout à l'heure, propriétaire de ma résidence principale. Mhm. Donc c'est mon prochain objectif pour 2023. Et si, bon, je verrai si je peux le faire en 2023, sachant que je veux la payer cash, donc c'est mon objectif. Même si je peux pas la payer en totalité par rapport à ce que je veux faire, parce que j'ai d'autres investissements aussi, au moins le terrain, parce que mon objectif serait de faire construire à Maurice. Donc au moins le terrain. Ça, ce sera sûr. Et puis après, si je peux avoir toute la maison, bon bah tant mieux, mais voilà quoi. C'est l'objectif. Ça coûte cher, Maurice? Ça dépend les critères, mais ça dépend où tu te trouves également. Puis ça, c'est très, comment dire, c'est très variable, on va dire. Mais par exemple, je regardais une annonce la dernière fois, il y avait une villa sur un terrain de 800 mètres carrés. La villa avec piscine de 250 mètres carrés était à 550 000 euros. Donc ça va. Ah ouais, ça reste relativement abordable, on va dire, pour 200, plus de 200 mètres carrés, pour un beau terrain quand même, piscine. Vue mer? Alors, t'as pas vue mer et tout. Ah, Non, les vues mer, c'est plusieurs millions généralement. ouais. Alors, ça dépend, mais généralement, c'est plusieurs millions. Et de toute façon, en tant qu'expatrié, en tant que non-citoyen, tu peux pas être propriétaire d'un terrain en bord de mer. Alors, vue mer, tu peux l'avoir, mais tu es loin, tu es dans les terres. Tu peux pas être en bord de mer. C'est réservé généralement aux citoyens, donc les Mauriciens de nationalité, quoi. Ah, je savais pas qu'il y avait il y avait des règles comme ça. Et ouais, non, moi, dans mon village où je suis, ouais, depuis le Covid, tout a explosé. Maintenant, une maison normale, comme tu viens de décrire, on est minimum à 900 000 euros. 1 million d'euros, pardon. Ouais, ouais, 900 000 euros, mm, 1 million d'euros. Donc, c'est vraiment devenu assez inabordable pour, on va dire, les jeunes couples ou tout ça qui veulent se loger. Est-ce que bon, je pense que tu as déjà partagé énormément déjà, mais est-ce que tu as un dernier petit tips à partager sur la réussite, sur le développement, sur qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui démarre, qui se dit, allez, je me lance, j'ai vu Rémi, il en a parlé, il a dit qu'il fallait se lancer. Qu'est-ce que tu lui conseilles bah, de lancer une chaîne YouTube, de faire un e-commerce, de faire un tunnel de vente? alors, moi, je dirais qu'il y a plusieurs stratégies qui fonctionnent. Le plus important, c'est d'en prendre une et de la suivre jusqu'à ce que ça marche, quoi. Mais d'être prêt à la faire pendant, je sais rien, 5 ans. 5 ans, même si ça marche pas pendant 4 ans, quoi.
D'accord. Donc, choisir une stratégie et s'y tenir. Alors, bien sûr, la stratégie qu'on va suivre, elle est importante. Bien choisir la personne en question qu'on voudrait suivre, tu vois, pas un mec qui sort de nulle part, etc. Mais c'est vraiment important de trouver une stratégie, de la suivre jusqu'à ce que ça marche et de continuer comme ça. Et au début, de rien en attendre surtout, c'est-à-dire juste, on a confiance dans le process, mais on est prêt à patienter. On sait que ça va marcher, mais on est patient, tu vois. Et par contre, il faut suivre la bonne stratégie, encore une fois. D'accord. Donc, en gros, vraiment de la résilience, de la patience et de la connaissance, quoi. Il faut se former Ouais. et mettre en pratique des choses, faire des tests et tenter des nouvelles choses au fur et à mesure, mais rester toujours de façon très optimiste en disant, bon, si je fais des choses, si j'apprends toujours des choses, je garderai, à un moment, c'est obligé que ça marche, quoi. On peut pas... Ouais, c'est clair, 100%. D'accord. Bon, ben merci beaucoup Rémi et j'étais super, super enchanté de t'avoir sur cette plateforme avec moi. Bah, Donc, merci à toi. Un grand plaisir également.